Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 30 mai. Nous ouvrons une nouvelle semaine d'actualité en votre compagnie. À la une ce soir, 120 pilotes dans le ciel de nos Savoies. Cette semaine, il faudra lever les yeux pour apercevoir les participants aux pré-mondiaux de parapente de distance, une vaste répétition des championnats du monde qui se tiendront en 2023 entre la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Et puis eux avaient prévu de faire le tour du Léman en aviron. Le vent en a décidé autrement. La fête a été belle quand même pour les amateurs d'aviron à Sciez ce week-end. Emmanuel Jaude est allé à leur rencontre. Reportage à suivre. Vous les avez peut-être vus passer au-dessus de vos têtes dans le bassin annécien. Des parapentistes du monde entier sont réunis cette semaine en Pays de Savoie pour les pré-mondiaux. Il s'agit là d'une phase de rodage pour les pilotes, mais aussi pour les organisateurs. Ils préparent ainsi les championnats du monde de distance prévus en 2023 dans nos départements. Manon Touati a assisté au décollage des pilotes ce lundi après-midi au Semnoz. Reportage. Les mondiaux de parapente s'apprêtent à faire leur grand retour en France. Cela faisait 32 ans qu'ils n'avaient pas eu lieu ici. Ils se tiendront en Savoie l'année prochaine. Pour l'instant, ce sont les pré-mondiaux qui se déroulent dans les alentours pour le plus grand plaisir des organisateurs. Il est symbolique parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu en France. Les derniers, ça remonte à plus de 20 ans. Donc, en plus, comme la France, c'est quand même un des grands pays du vol libre. On a les meilleurs pilotes mondiaux, c'est la réalité. Donc voilà, c'est important que la France soit aussi un petit peu à la hauteur de la valeur de ses pilotes et organise aussi de grandes compétitions. Ces pré-mondiaux permettent aux parapentistes de jauger leur niveau et de se mettre en condition de compétition. Pour certains, c'est un tremplin dans le sport de haut niveau. Les mondiaux, secrètement, ça reste un rêve, mais c'est très dur d'être sélectionné en équipe de France parce qu'on est une nation très dynamique dans cette discipline. Et il y a très peu de places, en gros il y a 5 places. Donc en gros il y a 3 places hommes, 2 places filles. Et donc voilà, c'est compliqué. Donc ça reste un rêve, et si je suis très performant en début d'année prochaine, peut-être que le sélectionneur pensera à moi, mais voilà, c'est pas vraiment un objectif tout de suite. Donc là mes ambitions, là, c'est vraiment reprendre des sensations et me remettre dedans avec le pilotage d'une voile de course. J'ai pas vraiment des ambitions de résultats sur cette course-là, mais voilà, l'objectif, c'est de me remettre à la compétition à haut niveau et d'être performant sur la prochaine, par exemple la Coupe du Monde en Roumanie dans un mois. Les pilotes parcourent près de 70 km et doivent passer par plusieurs balises pour valider leur performance. C'est une phase de rodage pour les meilleurs de la discipline. Pour moi, c'est plus d'attendre de voir ce qu'ils peuvent proposer l'année prochaine. Et on a eu le championnat de France la semaine dernière, exactement au même endroit aussi. Et donc voilà, ça permet d'avoir plusieurs cordes à son arc dans des manches vraiment variées sur différents sites ici pour se remettre dans le bain. Et bon, c'est l'occasion aussi quand même de marquer quelques points pour le classement mondial, puisqu'il y a quand même des bons pilotes à ce pré-championnat du monde. Et voilà, il ne faut pas se louper, et puis il faut voler tranquille, mais voilà, bien voler et profiter aussi des fois de laisser aller les gens devant pour voir ce que ça peut donner à certains endroits et bien repérer les parcours. Et quand on leur demande leurs objectifs pour l'année prochaine, ils sont très clairs. L'année prochaine, ouais, le titre, ça c'est sûr. J'ai eu la chance de le gagner en 2015 en Colombie et personne ne l'a jamais gagné 2 fois, donc ce serait une première. Je suis passé pas loin les autres années aussi, j'ai fait 2 fois 3e et l'année dernière 2e, donc je suis pas loin, il va falloir travailler et puis avoir un petit peu de chance pour monter sur la première marche l'année prochaine. La course dure 2 à 3 heures. Les 110 parapentistes ont décollé aux alentours de 13h45 ce lundi et ils ont atterri à Doussard en fin d'après-midi. Prochain décollage prévu demain. Et j'ajoute que la compétition se déroulera jusqu'au samedi 4 juin. Le petit monde de l'aviron loisir s'était donné rendez-vous à la base nautique de Sciez ce week-end. L'objectif initial était d'effectuer la toute première randonnée lémanique en aviron. Malheureusement, la forte bise a empêché la réalisation de l'exploit, mais l'ambiance était tout de même au rendez-vous, réjouissant les équipages présents, issus de plus de 25 clubs à travers la France. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Les joies de la rame sur le lac doivent souvent se conjuguer avec les caprices de la météo. Un constat de nouveau partagé ce week-end par de nombreux amateurs d'aviron, venus de toute la France pour découvrir les eaux du Léman.
Qu'à cela ne tienne, il en faudrait plus pour entamer le moral de la centaine de passionnés qui se sont réunis non pas pour performer, mais pour se retrouver et faire une belle balade. À l'Aviron, il y a des gens qui font de la compétition, donc ils se retrouvent dans des épreuves organisées pour les compétitions, et les loisirs se retrouvent sur des randonnées, donc un petit peu partout en France. Et c'est quand même un peu toujours les mêmes qui se retrouvent. Et si ce week-end c'est bien la bise qui a été la plus forte, les organisateurs de cette première randonnée lémanique ont toutefois su s'adapter, proposant aux rameurs une embarcation plus appropriée. Le beau temps, c'est toujours formidable, mais pour nous, le vent, c'est l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas mettre sur l'eau, en toute sécurité en tout cas, des bateaux qui sont conçus pour ramer sur rivière ou lac par temps plat. Sinon on embarque, on ne coule pas parce qu'ils sont insubmersibles, mais on ne peut plus ramer. On a trouvé un plan B, grâce au club d'aviron de Thonon qui est à côté de chez nous, avec qui on s'entend très bien. Ils nous ont prêté 3 yawls de mer et nous, il se trouvait qu'on en avait quelques-unes ici. Donc on a mis tout cela à disposition des rameurs. Et ce qui fait qu'on a pu au moins leur permettre de faire un petit tour sur le Léman. Et comme on le dit ici, qu'importe l'embarcation, il y aura toujours l'ivresse. Tout au long du week-end, les eaux franco-suisses ont donc ravi les avironneurs qui ont réussi à mouiller le maillot, quand bien même il ne s'agit pas du même bateau. Ça, c'est pas très grave. Le principal, il y a l'ambiance, il y a le lieu, il y a l'accueil, il y a le panorama. Et on va quand même un peu ramer. Après, la météo, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise jamais. Donc, il faut prendre les choses avec constance et philosophie. Voilà, on est heureuse d'être là. Hein. Je pense qu'on est tous heureux d'être là. Une première édition qui restera donc synonyme de succès pour la base nautique de Sciez, qui compte bien poursuivre son développement. Le club qui licencie aujourd'hui 86 avironneurs recherche désormais un encadrant à plein temps afin de poursuivre son effort et toucher davantage de public. Ils arrivent généralement avec les beaux jours. Après 2 ans de pandémie, les festivals font leur grand retour et ils se trouvent dans des situations bien différentes. Certains ont bien résisté, d'autres sont fragilisés. Pour venir en aide à ces derniers, la région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté la semaine dernière un plan de solidarité à leur égard. Un fonds de secours de 500 000 € a ainsi été créé. Il permettra de soutenir les festivals les plus touchés. Avez-vous déjà entendu parler du dispositif Loc Avantage? Mis en place par le gouvernement, il permet aux propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt s'ils louent leur logement à un prix inférieur à ceux du marché. Et nous parlons de cela, et entre autres avec mon invité du soir, le président de l'association Habitat et Humanisme à Annecy. Bonsoir Alain Burgard, merci d'être avec nous, je vous en prie, installez-vous tranquillement. Alors Habitat et Humanisme, c'est une association qui agit, je cite, en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Tout cela depuis 36 ans au niveau national, depuis 1994 en Haute-Savoie. Comment faites-vous tout cela? Quelles sont concrètement vos actions au quotidien? Alors, le dispositif de Habitat et Humanisme, c'est effectivement de pouvoir récupérer les gens qui sont à la rue pour leur offrir un logement et les réinsérer, c'est-à-dire les accompagner pour passer quelques temps avec nous, pour après le présenter dans le dispositif des HLM courants. Il y a une notion de transition. Ce sont des gens qui vont intégrer un logement pour un certain temps uniquement, c'est ça? Tout à fait. On appelle ça, nous, une convention d'occupation temporaire des appartements. Mais c'est vraiment très bien encadré, surtout par une masse de bénévoles. On en a 130 en Haute-Savoie sur nos 5 sites. Vous fonctionnez d'ailleurs principalement grâce à ces bénévoles. On a simplement 4 salariés qui s'occupent de résidences un peu spéciales dont on pourra parler si vous voulez, mais c'est vraiment essentiellement du bénévolat. Aujourd'hui, l'association gère 150 logements dans des quartiers que vous appelez équilibrés. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? J'ai envie de dire, c'est comme tout le monde. Pour habiter, on veut avoir tout autour de chez soi. Des commerces, des écoles, des facilités de transport pour pouvoir aller travailler. Donc voilà, je vais jusqu'à dire qu'on refuse quelquefois des logements parce qu'ils sont pas. On va avoir du mal à les louer parce qu'ils sont effectivement pas organisés pour refaire une vie sociale équilibrée. Quel est le constat, vous qui êtes basé à Annecy, en tout cas vous vous occupez du secteur de la Haute-Savoie, quel constat faites-vous
Au niveau du logement, on sait que la situation est plutôt compliquée dans notre département. Tout à fait. Effectivement, on est dans un département, on a 5 sites, hein, on est à Annecy, Genevois, Chablais et Vallée de l'Arve. On a 5 sites et malheureusement, sur tous ces sites, les prix de location sont démesurés. Et c'est sûr que, heureusement qu'il y a ces dispositifs de l'État, parce que je ne sais pas comment on arriverait à réaliser tout ça. Mais les dispositifs sont bien organisés et nous arrivons à, tous les ans, faire circuler des gens qui étaient à la rue, qui se sont fait sortir de chez eux, des divorces, et à les récupérer, à les remettre dans le chemin normal, même en Haute-Savoie. Vous parlez des dispositifs, il y en a un qui est assez récent, que j'ai évoqué en introduction, qui s'appelle Loc Avantage, mis en place par le gouvernement. Il permet d'obtenir une réduction d'impôt si on loue son bien à un prix inférieur à ceux pratiqués sur le marché. Vous gérez aussi ce dispositif? Tout à fait, nous on le connaît depuis longtemps, puisque on appelle ça la sous-location, hein. Par contre, il faut arriver à trouver des gens généreux, ce qu'on appelle les propriétaires solidaires, que je remercie, et qui sont nombreux en Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'avec eux, on fait un bail, on signe un bail de 6 années, à un tarif effectivement qu'on va calculer avec les conventionnements de l'État, hein, avec l'ANA. Et pendant ces 6 ans, ça va nous permettre de le sous-louer. Alors, pour décider ces propriétaires, il est évident qu'il faut des avantages. Donc d'abord, il y a une prime de 1 000 € qui est donnée quand on fait cette convention. Ensuite, ils ont une réduction d'impôt de 85% sur les revenus que procure cet appartement. Ils ont la garantie du loyer pendant ces 6 années. Et on leur rend l'appartement au bout de 6 ans en bon état. Tout ça, effectivement, ça peut faire la décision. Alors, si je résume, il faut noter d'ailleurs que la réduction d'impôt est proportionnelle à la baisse de loyer consentie par le propriétaire. C'est des calculs un peu savant, mais il faut le savoir. Et puis le dispositif permet, dans la plupart des cas, je l'ai noté, de dégager des rentabilités supérieures à une location au prix du marché. Ça veut dire que dans la plupart des cas, c'est même plus avantageux finalement. On se base surtout sur la sécurité. Hein, les gens aiment bien avoir le loyer garanti, ça parle à tout le monde. Et puis la récupération de l'appartement en bon état, ça parle aussi. Hein, il y a tellement d'histoires sur la location qu'effectivement, c'est des dispositifs qui sont bien étudiés. Ce sont souvent effectivement les inquiétudes des propriétaires. Est-ce que vous arrivez donc à les convaincre de choisir ce dispositif, de vous faire confiance? Tout à fait, mais c'est déjà par des appels, hein, régulièrement, on ne fait pas de porte-à-porte, hein. C'est des appels réguliers où on étudie. Alors je vous dis, notre principale inquiétude, c'est l'emplacement. Il est vrai qu'on essaie d'être dans des emplacements qui vont être agréables à vivre à ces gens, puisqu'on a besoin de l'environnement pour reprendre une vie sociale, pas perdue dans certains coins, et puis dans des quartiers où il y a de tous niveaux sociaux. Hein, c'est important de pouvoir, à sa porte, rencontrer du monde et vivre avec. Comment je fais aujourd'hui si je suis propriétaire, que je vous ai entendu ce soir sur 8 Mont-Blanc, que je voudrais bénéficier, que je veux bénéficier de ce dispositif? Eh bien, vous nous appelez au numéro qui est sur Internet et on prend rendez-vous. On va visiter l'appartement. Si le quartier on visite l'appartement, on monte un dossier, c'est-à-dire qu'on va faire comme une agence immobilière. Hein, on va étudier le dossier, on va étudier le loyer ensemble, et puis on va signer un bail de location pendant 6 ans. Et très vite, on est très bien organisé pour ça, et très vite, on passe à l'action. Il y a tellement de gens dehors qu'il n'y a pas besoin de faire de publicité pour avoir des locataires.
malheureusement. À l'inverse, justement, les personnes qui sont dans le besoin, comment elles peuvent vous contacter? Alors c'est par tous ces services de la commune et de l'État qu'on a des listes. Dès qu'on a un appartement, ce qu'on appelle vacant, c'est-à-dire vide, on dit qu'on a une place et à ce moment-là, on reçoit des listes de plusieurs candidats qu'on va étudier. Ce sont tous des gens qui sont en situation régulière en France. Il n'y a pas que des étrangers, mais pour cela, c'est comme ça. Ensuite, on fait des commissions, ce qu'on appelle d'attribution, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec l'assistante sociale et nos bénévoles qui sont formés pour ça, à prendre et à s'engager à accompagner ces gens pendant 2-3 ans jusqu'à la remise de l'appartement et avancer vers les HLM pour après vivre, comme on dit, normalement. Il y a un mot-clé dans ce que vous venez de dire, l'accompagnement. C'est ce que vous me disiez avant ce journal. C'est pas seulement mettre des gens dans un appartement. C'est très important. Imaginez-vous quelqu'un qui est à la rue. Quand on lui donne un appartement, déjà il réfléchit s'il va venir. Enfin, on a le cas de gens qui disent oui, c'est bien, mais je vais peut-être pas venir tout de suite. Parce que, ça y est, j'ai un truc à moi, enfin, je vais pouvoir rentrer tous les soirs. Et puis après, il y a quand même à apprendre l'entretien. Enfin, c'est des choses très basiques dont on ne se rend pas compte. Mais l'entretien, et puis après, tout ce qui va de soi. L'accompagnateur fait les contrats d'électricité, d'eau, enfin toutes les charges, avec le résident. Et puis après, va l'assister dans la gérance d'un appartement et d'une vie. C'est vraiment un monde pour ces gens-là à réapprendre. Et donc l'accompagnement est là pour ça. Donc on n'est pas tous les jours sur son dos, mais on est là pour tout, pour ces femmes avec des enfants, des femmes seules avec des enfants, des étudiants qui sont abandonnés par leur famille, des retraités qui n'ont pas les moyens d'être dans des logements ordinaires. Enfin, il y a toutes sortes d'accompagnements et on a un gros service d'accompagnants qui est formé en plus chez Habitat Humanisme, qui est surveillé, qui est formé et qui est assisté par des thérapeutes une fois par trimestre, parce que le contact avec des gens en fragilité n'est pas toujours évident. Donc pour que ça réussisse, il faut donner les moyens. Vous avez évoqué les étudiants en quelques mots, puisqu'on est au niveau national dans la semaine pour le logement pour les jeunes. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui demandent votre aide en Haute-Savoie? Beaucoup non, mais le problème du loyer est toujours là. Hein. C'est clair que des jeunes qui ne sont pas aidés et qui ne connaissent pas forcément les lois sont très vite dans leur voiture ou très vite chez des copains. Et donc il faut être là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouche le trou. Merci. En tout cas, j'ajoute que plus de 500 familles ont été logées grâce à l'association Habitat Humanisme en Haute-Savoie depuis sa création. Merci beaucoup Alain Burgard d'être venu nous voir. Merci et à bientôt. De nous avoir invités. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le premier Open international de tennis fauteuil s'est déroulé à Annecy. Les finales se sont tenues samedi. La japonaise Camille Hui s'est imposée chez les dames. Chez les hommes, le vainqueur est l'Argentin Gustavo Fernandez. Tous ces athlètes sont désormais en route pour Paris où la compétition handisport de Roland-Garros va bientôt débuter. C'est ainsi que nous nous quittons. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo et votre émission Panorama. Cette semaine, nous repartons à la découverte des eaux thermales de nos départements en compagnie de Marine Schneider. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée.